BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, en ce mercredi 3 décembre 2025, très heureux de vous retrouver. Bienvenue sur BFM Business et bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne. Comme chaque soir, vous le savez, on passe 1h30 ensemble et on défriche l'actualité tech en direct à la radio, à la télé, puis après, vous le savez, les podcasts et les replays qui vous attendent. Avec ce soir, au sommaire de ce Tech & Co, est-ce qu'on va enfin pouvoir rouler en Tesla autonome en France ? En tous les cas, il commence à y avoir quelques petits tests que n'importe qui peut faire, un peu partout en France. On va en parler dans quelques instants. On évoquera aussi Samsung, qui sort non pas un téléphone portable pliable normalement, mais qui se déplie 3 fois en fait. C'est assez impressionnant. On a carrément la taille d'une tablette une fois dépliée. Et puis on évoquera le Wi-Fi qui se déploie dans le métro francilien. Après la ligne 14, on évoque la ligne 15. Alors qui utilise le Wi-Fi gratuit dans le métro et est-ce que ça vient concurrencer la 4G et la 5G qui est aussi présente? On en parlera tout à l'heure avec mon invité, un spécialiste sur ce sujet. Merci d'être là, bienvenue, c'est parti pour Tech & Co, la quotidienne. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Et évidemment, on débriefe l'actu tech jusqu'à 20h30 avec ce soir, mesdames, messieurs, sur le plateau de Tech & Co, Isabelle Bordry. Bonsoir Isabelle. Bonsoir François. Fondatrice de Retency. Et si on remonte un peu dans le temps, Isabelle était la patronne de Yahoo France et Europe aussi. Absolument. Si mes souvenirs sont bons. Merci d'être là Isabelle. À tes côtés, c'est Cédric Ingrand. Salut Cédric. Salut camarade. Directeur général de Heavyweight Studio, ancien journaliste sur LCI, TF1 que vous connaissez et qui suit évidemment l'actualité tech au jour le jour. Juste pour vous donner un indice, il a une Tesla, il adore les Tesla. Donc je pense qu'on va commencer avec lui dans un instant. D'ailleurs, elle est en train de tourner dans le quartier. Elle tourne dans le quartier. Elle cherche une place. Elle cherche une place. Voilà. Elle va se garer Porte de la Chapelle. Ça va, c'est pas très loin. Tout va bien. Depuis Ballard. Et puis Frédéric Simotel, bien sûr, vous l'avez reconnu. De cheveux flamboyants, encore une fois ce soir. Là, je m'adresse à tous ceux qui sont avec nous à la télé. À la radio, bon, ça se voit moins. Tout va bien, Fred ? Tout va bien, très bien. Journaliste à BFM Business qui se remet à peine des BFM Awards. Quelle belle réussite encore. Oui, et on en parlera demain parce qu'on a beaucoup parlé tech. Oui, c'est vrai. Pourquoi demain ? Tout à l'heure. Ah ben voilà. C'était hier. Oui. Ah, il est encore en horaire. La soirée était bonne. J'étais encore hier et je me disais on en parlera demain. On en parlera bien ce soir. vous savez, la petite casquette là, Tout va bien se passer, Fred. Voilà. Bon, pour débuter ce Tech & Co, la quotidienne, effectivement, on va parler de Tesla avec ce petit mail que moi-même j'ai reçu il y a quelques jours de cela, tu as dû le recevoir aussi, qui propose en fait à n'importe qui, alors même pas journaliste, je crois, c'est ouvert à tous ceux qui veulent le tester. Je crois que ça a été envoyé à tous ceux qui ont l'application Tesla installée sur leur iPhone, ce qui est quand même sur leur smartphone. Okay. C'est quand même déjà un signe que voilà, tu connais la marque. Donc j'imagine qu'il y a eu des mails. Donc il faut être un peu client. Faut être sur leur écran radar, en tout cas. Voilà, c'est cela. VIP. Non, même pas. Non, utilisateur de produits. En tout cas, tous les possesseurs de Tesla en ont reçu. Et en fait, dans ce mail, on vous invite à venir dans une concession Tesla tester un modèle en autonomie totale. Oui. Et là, on se dit, waouh, en France, c'est quand même une nouveauté, les amis, parce que c'était pas le cas auparavant. Alors, c'est un sujet évidemment qui t'intéresse, parce que on sait que de manière logicielle, avec tous les capteurs, la Tesla est prête depuis de nombreux mois. Oui, tout le hardware est là. En fait. Tout le hardware, l'environnement. Toutes les Tesla vendues depuis, je ne sais pas, 4-5 ans, ont ce qu'il faut. Il y a pas de. C'est juste une question de logiciel, c'est juste autoriser la mise à jour. Bon, ce n'est pas une question de mise à jour, c'est évidemment une question de réglementation, et c'est un truc sur lequel Tesla bute depuis longtemps. Alors c'est vrai que souvent, on se moque gentiment d'Elon Musk, et on a raison, parce que sa maîtrise du temps, quand il fait des annonces, et ses promesses d'échéance sont souvent, on va dire, empreintes d'un optimisme forcené. Ça fait plus de 3000 jours qu'il promet qu'on aura tous des voitures autonomes, mais là, le problème, il n'est pas technique, parce qu'on voit ce qu'on appelle le FSD, le Full Self-Driving, supervisé. Attention, il y a quand même quelqu'un qui est assis devant le volant et qui ostensiblement garde ses mains prêt à reprendre le contrôle. Dans la vraie vie générale, c'est pas exactement comme ça se passe, mais peu importe. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'il est obligé de toucher le volant Non, on ne touche plus le volant. Non, mais tu sais, toutes les 5 minutes ou Non. Enfin, je ne sais pas s'il y a pas... Peut-être, je ne sais pas, mais de toute façon, maintenant, tu as une caméra dans l'habitacle qui vérifie d'ailleurs que ton attention reste concentrée. Tu n'es pas la bouche ouverte en train de ronfler. Ou tu es juste en train de faire ton mail. Enfin, voilà. Et ça, je l'ai testé pour vous. Ça marche déjà sur les modèles vendus en France. Mais la limite, elle était réglementaire.
Et là, on arrive dans des débats qui sont intéressants parce qu'ils sont à la fois réglementaires et technologiques. C'est-à-dire que l'idée que le législateur, enfin en tout cas les régulateurs européens, se font d'un système de conduite autonome et pas exactement la façon dont ça fonctionne, en tout cas chez Tesla. Eux, ils imaginent, on va dire très simplement, si on parlait de code, une espèce de système de règles. S'il se passe ça, on fait ça. Le problème, c'est que là, c'est un système apprenant. C'est un peu comme essayer de tester un LLM par un QCM. Enfin, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, Tesla plaide sa cause depuis longtemps, en disant, regardez, ça marche aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie, il y a encore 3 ou 4 autres pays. Et dans l'ensemble, ça se passe bien. Il y a une nouvelle mise à jour, là, la version 14, qui est assez impressionnante. Et là, ils y croient. Pourquoi ? Parce qu'il y a un régulateur aux Pays-Bas qui pourrait, en février, pas forcément leur délivrer l'imprimatur, parce que là aussi, Tesla a un peu été optimiste, mais en tout cas, tester le système et dire si ça leur va. Sauf que les Pays-Bas ont dit, attendez les gars, je ne sais pas si tu as suivi cette Oui, mais c'est une question de calendrier. Ils leur ont dit, attendez, arrêtez de dire que ce sera fait en février. Oui, en février, je pense que là, ça a touché l'ego un peu voilà, c'est ça, genre. de certains hauts fonctionnaires qui ont dit stop, ça suffit. Et surtout, le régulateur en question, qui s'appelle DRW, je crois, a dit, et d'ailleurs, tous les fans de la marque, arrêtez de nous appeler, s'il vous plaît. Ça suffit. Mais on n'a qu'une personne au standard. On comprend la frustration. Tu peux acheter en France une Tesla depuis 7-8 ans, où tu peux cocher la case en disant je veux absolument payer 10 000 € et maintenant 7 400 pour avoir la conduite entièrement autonome. Et il y a donc des gens qui ont acheté ça et qui ne l'ont jamais eu. C'est quand même, je comprends que ce soit un peu blessant. Oui. Et puis aller aux États-Unis pour en bénéficier, c'est un peu moyen quand même. Bah oui, moi je connais des gens qui sont allés aux États-Unis pour le tester, parce que c'est bluffant. En même temps, non, mais prends ta voiture qui est en Europe, allez aux États-Unis avec. Non, ça marchera pas. Ça marchera pas. Non, mais tu peux regarder, il y a plein de vidéos sur YouTube, et donc ce qu'ils ont fait là, c'est justement offrir. Je pense que c'est un moyen de générer un peu d'intérêt chez des gens qui sont déjà concernés par la chose. De reprendre un peu le lead dans un marché de l'automobile électrique qui commence à être très très concurrentiel, et où on voit que Renault cartonne en France, notamment avec sa R5. Et même en Europe, deuxième vente en Europe en octobre, derrière une Skoda. Et puis aussi une manière de faire une sorte de pression amicale sur les régulateurs en disant regardez, ça marche, de quoi parle-t-on ? Et c'est là que ça devient intéressant. Il y a un édito là, cette semaine dans le New York Times qui dit attendez, vous savez, quand on fait de la recherche médicale, il y a deux choses qui font qu'on arrête un projet de recherche. Soit on s'aperçoit que ce qu'on essaie est beaucoup trop dangereux, que ça a beaucoup trop d'effets indésirables, soit on s'aperçoit que les bénéfices sont tels qu'il faut accélérer le projet. Et ce que disait l'éditorial du New York Times, il dit, lui se basait sur les statistiques de Waymo. Tu connais Waymo, en Californie, en Arizona, etc. Il dit on évite 91% des accidents et 96% des accidents graves. Donc en fait, la voiture autonome, c'est pas une question de technologie ou de confort, c'est une question de santé publique. Et donc je pense que la pression sur les régulateurs, elle va s'accentuer pour que ces choses-là arrivent vraiment sur le marché, parce que de fait, les ordinateurs qu'il y a dans toutes ces voitures sont de bien meilleurs conducteurs que la population en général et en moyenne. Isabelle ? Oui, en fait, je suis effectivement complètement d'accord, mais le sujet qui est délicat, c'est le fait qu'il faut que ça soit supervisé. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans un full service autonome. Et la sécurité routière américaine, dont j'ai oublié le nom, a rappelé quelques voitures... NHTSA, le NHTSA. Voilà, a rappelé quelques voitures, effectivement, l'année dernière, et notamment des Tesla, parce qu'il y avait justement cette difficulté. Le système a quand même des limites, puisque ce n'est pas un système qui peut en toute autonomie prendre la route. Et donc la difficulté, c'est de s'assurer que le conducteur ne fasse pas une confiance aveugle au système et soit toujours effectivement présent. Et ce qu'évoquait Frédéric tout à l'heure, c'est effectivement où est la courroie de rappel ? Est-ce que c'est une caméra qui vérifie que le conducteur est quand même attentif ? Est-ce que comme dans le TGV, je crois que le conducteur de TGV doit mettre la main sur le volant, sinon il y a un système d'alarme qui se déclenche. Et c'est ce point-là qui fait qu'effectivement, si le conducteur est attentif et que le système fonctionne avec l'attention du conducteur, tout fonctionne bien et mieux qu'un conducteur classique. Clairement. Par contre, si le conducteur n'est pas attentif, il peut y avoir vraiment des sujets. Et il y a eu un accident terrible il y a maintenant 1 an et demi, alors il y a eu des progrès depuis, qui a coûté quand même 250 millions de dollars à Tesla. Le 1er août, c'est tombé, je crois, le 1er août de cette année. Donc c'est des accidents de voitures qui coûtent extrêmement cher. Donc même les assureurs aux États-Unis sont quand même très très attentifs et vérifient les chiffres et surveillent les évolutions de tous ces systèmes avec énormément d'attention.
Parce qu'à la clé, il y a effectivement des morts possibles, des dommages et intérêts et beaucoup de difficultés. Après, c'est une question de statistiques. C'est-à-dire que quand les assureurs se rendront compte qu'une Tesla en full autonomie... aujourd'hui, les assureurs... fait baisser l'accidentologie. Et aujourd'hui, les assureurs américains ont mis une note très mauvaise pour justement ce point clé qui est comment on fait fonctionner un système qui doit être supervisé avec, de manière certaine, une attention du conducteur, même s'il n'a pas à poser les mains sur le volant. Et je pense qu'il n'est pas bon, en fait, quand il est confronté à l'humain. Alors justement, c'est là que les questions se posaient, parce qu'on a vu, les images qu'on voit là, c'est à Los Angeles. Aux États-Unis, c'est facile, les routes sont carrées, enfin, c'est très très large, etc. Et pendant longtemps, on disait non, mais sur les routes... Si tu regardes tout à l'heure, c'est pas aussi évident que ça. Bien sûr, c'est la partie Malibu et tout ça. Tu as des feux stop, il y a quand même une puis San Francisco, c'est un peu compliqué quand même. On est d'accord, mais ça restait dans un truc très contenu. Ouais. La question, on disait non, mais regardez sur les routes européennes, les petites routes dans Paris, tout ça, vous n'y arriverez pas. Il y avait déjà eu des vidéos, on les voyait passer. Les routes corse, par exemple. Oui, parlons de la Corse. Ouais. Avec les sangliers qui passent aussi. Mais moi, je disais depuis le début que le boss level de tout ça, c'était la place de l'Étoile à Paris. Ce truc où tu as quand même 12 avenues qui arrivent, il n'y a pas de aucun marquage au sol. C'est l'anarchie totale. Le code de la route n'a plus aucun sens. Tu es forcé de prendre l'initiative, sinon tu y restes toute la journée. Oui. Et c'est intéressant, nos camarades de Numérama qui ont fait ce test là, à Paris cette semaine montraient dans des vidéos que la voiture elle a 3 priorités. La première, c'est la sécurité. La deuxième, c'est le code de la route. La troisième, c'est de continuer à avancer. Et à un moment, ils arrivent dans une rue à double sens, il y a un camion qui est garé sur le côté, il n'y a pas la place de passer. La voiture pourrait dire « Ah non, là je ne sais plus faire, tu reprends la main ». Non, elle attend un peu et elle mord sur la ligne blanche parce que c'est ce que toi ou moi ferions pour passer le camion qui est arrêté. Donc il n'y a pas que... Enfin, il y a un peu de bon sens. Il y a de l'initiative. Il y a de l'initiative. Et ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est ce que dit, il y a une étude intéressante, si vous avez l'occasion de la lire après l'émission, c'est le New York Times qui a fait toute une étude. Alors c'est une étude sur Waymo principalement, mais il montre justement le côté accidentogène. Alors ça réduit, ils réduisent de 90% les accidents mortels, les 80% des accidents corporels. Des Waymo ont été impliqués dans des accidents, mais c'est pas de la faute des Waymo, c'est quelqu'un qui a grillé un feu rouge, c'est un cycliste qui est rentré à l'arrière d'une Waymo. Enfin on voit tout ça, et il parle justement de ce côté des voitures qui commencent à prendre un peu plus d'assurance. C'est-à-dire que leur but c'est si le feu. Et moi j'ai déjà vu, même ici à Roland-Garros, quand il y a pendant Roland-Garros, il y a des navettes qui font le trajet autour du stade et tout ça. Et j'ai vu un moment la navette autour. Alors, il y a un chauffeur derrière, mais il touche à rien. La navette elle avance et tout d'un coup il y a un vélo qui arrive sur le côté. On était en début de soirée, donc l'éclairage n'était pas optimal. Elle l'a vu tout de suite, elle s'empilait. Et ensuite derrière, ce qui était drôle, c'est qu'il y avait un passage piéton et qui était vert pour les voitures, rouge pour les piétons. Comme il y a de la foule, les gens traversent un peu n'importe comment, mais la voiture, elle a peu à peu avancé pour indiquer montrer que c'était bien allé le train. Donc voilà, ça c'était pour l'anecdote. Mais moi je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est Tesla, pourquoi ils sont en train de se bouger un peu sur l'Europe en ce moment, c'est que là, les autres sont en train de tirer fort. On entend des robotaxis, ça y est, Waymo en Suisse et en Grande-Bretagne. Mercedes est arrivé au niveau 3. Mercedes qui a une forte avance aujourd'hui, fait partie en plus même des véhicules électriques, c'est parmi les meilleurs, les mieux classés. En plus, ce sont les mieux classés aussi dans les reprises de voitures. Vous savez que Tesla a un gros souci, c'est la seconde main. Aujourd'hui, la voiture, le Tesla d'occasion se vend très très mal. Et en fait, les prix ont baissé. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que des loueurs se sont débarrassés de leur flotte en disant attendez, vu que les prix du neuf baissent, on ne refera jamais l'argent qu'on a acheté, qu'on a payé en les achetant neufs il y a 3 ans. Alors que tu vois, les constructeurs traditionnels, eux, ils ont leur circuit, ils ont leurs vendeurs qui savent faire ça et tout ça. Et Mercedes reprend du poil de la bête là-dessus. Et puis, il faut que Tesla accumule aussi des millions de kilomètres en Europe. On l'a dit suffisamment de fois. On n'a pas les mêmes rues. C'est pas le même climat non plus. Aujourd'hui, j'attends de voir à Boston le test. Si, ça marche au Québec. J'ai rien à ajouter. Ouais, bon, très bien. Non, mais tu vois, à Boston, Boston pour l'instant, ils disent qu'il faut toujours quelqu'un derrière le volant. Bien sûr. Ils veulent pas le total autonome. Et ils indiquent que c'est pour des histoires d'éclairage, de temps, de vent, de tout ce qu'il peut y avoir sur la route, des feuilles par terre. Et après,
Et après, il y avait un point intéressant sur les types de conduite, parce qu'il paraît que certaines personnes qui prenaient des Waymo, les taxis à San Francisco, s'impatientaient un peu parce que justement, la voiture ne prenait pas assez d'initiative. Et depuis 15 jours, 3 semaines, ils ont upgradé le logiciel. Et il paraît que maintenant, les taxis démarrent très très vite. Ont plus de personnalité, n'hésitent pas à dépasser et à mordre la ligne blanche. Gros mots parfois même. Voilà, c'est ça. 2 ingénieurs italiens sont arrivés. Et donc finalement, ils ont plus de succès. D'origine marseillaise. Non, en tout cas, il faut que Tesla se bouge beaucoup plus vite là, parce que sur plein de niveaux, et notamment le FSD, il faut qu'ils reprennent un peu ce leadership qu'on leur connaît. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que 10 agglomérations françaises vont pouvoir proposer à des clients Tesla ou en tout cas déjà, à la communauté pour tout dire, Tesla. tous les slots sont pris partout. Voilà, tous les slots sont pris. Et c'est sans doute aussi pour bousculer un petit peu la législation européenne, pour dire, regardez, ça marche, il y a eu je ne sais pas combien d'essais, tout s'est bien passé, etc. Puis nous rassurer, nous Français, sur le fait que, par exemple, ça sait gérer les ronds-points et les ralentissements. C'est ça, exactement. Dans l'actu, on passe à autre chose maintenant. On va évoquer évidemment la galaxie de l'intelligence artificielle et OpenAI. Alors que ChatGPT fête ses 3 ans, vous le savez, OpenAI déclenche un code rouge. Ça craint. Selon The Information, Sam Altman annonce dans un mémo en interne la mise en pause de plusieurs projets pour concentrer tous les efforts sur ChatGPT, avec un objectif, rester dans la course face à une concurrence de plus en plus féroce. Les explications de Léa Benaïm, et après, bien sûr, on débat là-dessus. Code rouge activé chez OpenAI, une seule priorité désormais, redevenir la référence en intelligence artificielle. La publicité, les agents d'IA pour la santé ou le shopping et même le nouvel assistant Pulse, tous ces projets sont désormais suspendus. Ce virage soudain s'explique par la montée en puissance de Google. Son modèle Gemini 3 a dépassé en termes de performance GPT-5. Une claque pour OpenAI qui voit son avance se réduire de jour en jour. Autre pression, les coûts colossaux de l'IA. Malgré 800 millions d'utilisateurs mensuels, seuls 5% payent un abonnement. OpenAI n'est toujours pas rentable et doit lever des fonds en permanence. Un handicap majeur face à ses concurrents aux revenus bien plus solides. Ce recentrage stratégique montre bien que la bataille de l'IA se joue maintenant sur la qualité du produit et OpenAI ne veut plus laisser 1 centimètre d'avance à ses concurrents. Voilà, reportage signé Léa Benaïm. En gros, voilà pourquoi la panique chez OpenAI, parce que OpenAI constate qu'aujourd'hui, non seulement Google est en train de rattraper ChatGPT, mais est en train de le dépasser. Alors pas en nombre d'utilisateurs, parce que OpenAI et ChatGPT restent leaders, 800 millions d'utilisateurs par semaine, alors que Gemini en est à 650 millions. Mais l'écart se creuse. Et surtout, Google a beaucoup plus d'argent. Et on se dit, est-ce qu'on ne serait pas un petit peu un tournant, finalement, un carrefour ? Ton micro, Fred. Le micro. L'écart se réduit au niveau technologique et même, voire même, Google est passé devant. Il n'y a pas eu d'effet ChatGPT 5, il y a eu un effet Gemini 3. Mais il y a surtout que là où, tu viens de le dire, là où OpenAI avait une solide avance, avait 12 mois d'avance en termes d'usage, en termes de nombre d'utilisateurs, là l'écart il s'est réduit à 3 à 6 mois. Donc les autres sont meilleurs techniquement et en popularité, en usage, ils sont en train de grignoter. Donc là, c'est pour ça que cette alerte générale... D'où l'avertissement de Sam Altman. Laissez tomber les agents, concentrez-vous sur la nouvelle version de ChatGPT. Et puis... Oui. Enfin, non, Cédric, alors, toi, tu constates ça parce que évidemment, pour ton travail, tu testes toutes ces IA et Gemini, c'est ton nouveau pote. Oui, alors que moi j'utilisais très peu de Gemini jusque-là, alors que pourtant j'avais bien les comptes pour le faire, etc., avec tous les crédits qu'il faut. C'est remarquable. Alors pour l'instant, pour des choses d'ailleurs souvent très ludiques, tu recevais il y a quelques jours le garçon qui est en train de relancer la Vectrex, cette petite console de jeu avec des jeux à graphisme vectoriel. Moi j'ai demandé à Gemini de me redévelopper un vieux jeu d'arcade qui s'appelait Dig Dug, mais en mode vectoriel et vertical. Et il n'a pas posé de questions, il est parti, il s'est mis au travail, et 10 minutes après, j'avais mon jeu d'arcade. C'est remarquable. Ce que ça fait sur l'image, mais ça on le savait avec Nano Banana, mais la version Pro, c'est extraordinaire.
Non, il y a un petit côté poétique, parce qu'en gros, Google est en train de faire à OpenAI ce que OpenAI avait fait à Google il y a 3 ans. Souviens-toi, à l'époque, c'était Sundar Pichai chez Google qui avait déclenché l'alerte rouge en disant attendez, pop, à la sortie de ChatGPT, il a dit ça peut nous briser le business. Mais ce que ça souligne, c'est pas forcément Google qui gagne à la fin, mais ce que ça souligne quand même, c'est qu'évidemment, Google a beaucoup moins d'obstacles sur sa route, parce que Google a déjà l'infrastructure, Google a déjà les ingénieurs, Google a déjà tous les moyens, l'argent, et Google, ils n'ont pas besoin d'aller lever de l'argent ou de s'introduire en bourse, c'est fait depuis longtemps et ils sont assis sur un tas d'or. Donc c'est vrai que ça faisait 2 ans qu'on parlait de Google en disant ah oui, ils sont un peu en retard par rapport à ChatGPT. Il fallait se méfier de l'eau qui dort parce qu'ils avaient tous les moyens de rattraper leur retard. Isabelle. Oui, je suis d'accord, parce que si on reprend la séquence, en fait, en 2007-2008, c'est les ingénieurs de Google, en fait, qui ont ouvert le marché et qui ont mis d'ailleurs en public un morceau de code qui permettait de donner et de commencer à travailler avec des réseaux de neurones et de leur donner de la puissance. Et puis après est arrivé OpenAI, l'IA générative, qui a été effectivement un vrai succès. Et puis, on parlait même du monopole de Google. Même la justice américaine a pris acte qu'il n'était plus un monopole. Le search de Google, qui était quand même depuis 25 ans au top de toutes les recherches dans le monde entier, tout d'un coup s'est mis à perdre des parts de marché. Et puis, depuis novembre, c'est-à-dire depuis 15 jours, 3 semaines, tout d'un coup, Gemini 3 sort. Et effectivement, OpenAI, tous, qu'est-ce qui se passe ? Sur différents critères, et notamment ce test absolument incroyable qui est Humanity Last Exam, qui est un test qui a été créé par 2500 experts. Le Open ChatGPT était au mois d'août à 15% de résultats positifs. C'est un test extrêmement compliqué, je serais bien incapable d'ailleurs d'avoir déjà 10% avec des questions mathématiques, des questions historiques, des questions philosophiques. Et aujourd'hui, Gemini, donc 15 jours après sa sortie, ou 3 semaines après sa sortie, est à 37%, et ChatGPT est à 35 ou 36%. Donc ils ont quand même doublé depuis le mois d'août, mais ils sont en deçà de Gemini, qui est plus rapide. Ils ont développé leur propre hardware, et ça, effectivement, c'était quelque chose que tout le monde n'avait pas forcément suivi, mais qui leur donne une avance sur la rapidité. Pour l'entraînement. Rapidité, entraînement, rapidité de réponse. Ils ont cette capacité du multimodal que tu évoquais, donc ils arrivent à traiter aussi simplement du texte, de la photo, de l'image, de la vidéo, et ils sont effectivement plus pertinents. Avec des modèles économiques, ils savent vendre de la pub. Ils savent vendre de la pub depuis maintenant 25 ans et de manière extrêmement efficace. Et ils ont énormément d'argent. Et effectivement, comme tu le soulignais, ils n'ont pas besoin de se tourner vers l'État américain, ce qui avait été plus ou moins insinué il y a quelque temps par leur directrice financière. Et puis ils ont qu'un problème pour générer de l'audience pour Gemini. C'est-à-dire que OpenAI a été forcé de trouver une place, si tu veux, dans ton emploi du temps pour que tu l'utilises. Google est déjà chez toi, tu l'utilises, tu as soit un compte Gmail, soit déjà tu utilises toute la galaxie de Workplace, des Google Docs au bureau. Enfin, ils ont une porte d'entrée qui est déjà ouverte chez des milliards d'utilisateurs. Donc l'audience, à mon avis, est un faux problème. Mais je comprends le léger raffolement de Sam Altman. Sam Altman, on sait qu'OpenAI, ça fonctionne toujours sur une sorte de pression constructive. C'est toujours ça, c'est mettre la pression sur les gens. Et là, il se rend compte quand même d'une chose, c'est que, souvent on le voit, tu l'as dit, je ne sais plus si c'est cette semaine ou la semaine dernière, qu'OpenAI réfléchit aussi à un modèle publicitaire, donc il faut qu'il rapporte plus d'argent. Mais surtout, lui, quelque part, il était, tranquille, non, mais il avait cette avance en nombre d'utilisateurs et il avait une avance technologique qui pensait loin devant. Et là, il se rend compte qu'il n'a plus cette avance. Et puis, il s'est dit, j'ai quand même parmi les meilleurs talents en IA, parce que c'est vrai qu'il y a une grosse concentration de gros talents en IA. Et là, il faut que je leur mette un petit coup de pression pour leur dire, les gars, là, si on n'a plus l'avance technologique, si on se fait rattraper en nombre d'utilisateurs, en effet, Microsoft qui est toujours là en soutien, mais voilà, on n'est pas votre infrastructure, hein. Nous on est Azure, si on peut vendre du Azure aux autres, on le fera, donc Microsoft n'est pas complètement derrière, donc voilà, s'ils voient ces piliers un peu solides, sa techno et ses utilisateurs qui vacillent un peu, là l'alerte est donnée, en tout cas alerte générale. En revanche, alors tout à l'heure on parlera de Mistral, qui
est aussi dans la course avec un nouveau modèle très intéressant qui est Mistral 3, on en parlera un petit peu plus tard. On pourrait parler aussi d'Anthropic, vite fait, qui n'est pas trop dans cette discussion-là, mais qui projette d'être introduit en bourse. Exactement. Ah oui, ils préparent leur IPO, et donc leur entrée en bourse, donc ça on s'y attendait quand même, Anthropic, ça y est, et puis ils ont des actionnaires derrière qui poussent aussi, parce que bien sûr. Tout ça c'est de la valeur derrière, on estime qu'Anthropic c'est 500 milliards, je crois. Chose comme ça. Oui. Mais on comprend la panique en fait. Parce qu'évidemment, le fait que tout à coup Google fasse tout très bien, tu vas poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin des deux autres ? Évidemment. Et quand tu es à la veille de ton IPO, c'est pas une question que tu as envie d'entendre de la part des investisseurs. En plus, Claude Capron-5, alors il est un peu différent, ils sont un peu moins grand public que les autres, mais justement, il y a ce marché entreprise qui est important. Toutes ces données d'entreprise, on parle toujours, le trésor, c'est la donnée, tout ça. Les données d'entreprise, elles ne sont pas beaucoup utilisées aujourd'hui par ces gens-là. Les gens déploient leur propre LLM, alors parfois un peu à base de Claude, d'Anthropic, de Mistral, de tout ça. Mais voilà, il y a quand même une manne là à trouver. Et puis pour développer encore, avoir d'autres projets, avoir d'autres abonnements, etc. On revient dans un instant, bientôt 20h. Petite pause dans Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business, et on parlera de ce produit OVNI que Samsung va commercialiser. Alors, pas en France, pas en Europe. C'est un smartphone qui se déplie non pas une fois, mais deux fois. Ce qui fait que vous avez 3 écrans lorsqu'il est déplié. C'est assez impressionnant. Ça s'appelle le Trifold. On évoquera entre autres ce sujet et puis beaucoup d'autres. Vous restez avec nous. Tech & Co, la quotidienne. On est de retour dans 2 minutes. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Il est 20h pile en ce mercredi. Merci d'être avec nous. C'est Tech & Co, la quotidienne. Vous le savez, on est là chaque soir, 19h30, 21h. Avec ce soir pour débriefer l'actu Isabelle Bordry, Cédric Ingrand, Frédéric Simotel. Et on poursuit avec ce produit étonnant, puisque après Huawei, qui avait sorti un produit relativement similaire l'année dernière, c'est au tour de Samsung de présenter son premier téléphone pliable en 3. Ça s'appelle le Galaxy Z Trifold, un lancement qui intervient au moment où Apple s'apprête à détrôner son rival pour la première fois. Régine Ralech nous explique tout cela et on revient bien sûr pour débattre sur ce sujet. Le nouveau téléphone pliable de Samsung coûtera 2 000 €, un positionnement haut de gamme assumé par Alex Lim, vice-président exécutif de Samsung Electronics. Il n'est pas destiné à la vente de masse, mais plutôt conçu pour ceux qui le veulent vraiment. Entièrement déplié, il révèle un écran de 10 pouces, la taille d'une petite tablette, une charge ultra rapide et une épaisseur de seulement 4 mm à son point le plus fin. Avec ce modèle, Samsung promet un smartphone révolutionnaire par sa polyvalence. En mode tablette, chaque écran peut exécuter une application différente et grâce à l'IA, la résolution des photos est améliorée. L'autre nouveauté, l'intégration de Gemini Live. L'intelligence artificielle de Google comprend ce que les utilisateurs voient, disent et font. Parler à l'appareil suffit pour obtenir des réponses adaptées sans basculer d'une application à l'autre. Le marché des smartphones pliables est encore confidentiel. Il représente 2,5% du marché mondial. Samsung en détient déjà les 2/3. L'objectif pour le géant sud-coréen, conforter son avance qui pourrait être challengée en 2026 avec l'arrivée annoncée du premier iPhone pliable. Voilà, reportage Régine Ralès, pendant que Frédéric explique ce qu'est un téléphone pliant. Ça, c'est top pliant, quand même. Pliable. Pliant. Et oui, il y a les deux. Un matelas est pliable, une chaise est pliante. Merci. Voilà. Alors, important. Donc, qu'il soit pliant ou pliable, la prouesse technologique est là. C'est vrai que c'est quand même assez impressionnant d'avoir un téléphone qui a la taille d'un smartphone normal et qui déplié ressemble à la taille d'un iPad. Mais pas un petit iPad mini, un iPad normal avec lequel vous pouvez travailler. Galaxy Tab. Ou Galaxy Tab. Attention. Mais c'est vrai que Galaxy Tab évoque moins de choses qu'un iPad pour le commun des mortels, même si je respecte énormément les produits Samsung. Et donc, voilà, c'est intéressant de voir ce type de produit qui ne sera pas disponible en France. Pour l'instant, est-ce qu'il sortira un jour ? On ne sait pas. Mais je voulais avoir votre avis là-dessus. Alors, Cédric, peut-être commencer par toi, parce que tu suis évidemment toutes ces itérations et ces évolutions technologiques. Est-ce que ça t'intéresse, ce type de produit ? Essayer, bien évidemment. Parce que la promesse, elle est là depuis longtemps. C'est depuis le premier jour où toi et moi, on a vu un truc qui se pliait,
pliant, donc, pour faire plaisir à Maître Capello. On s'est dit, t'imagines c'est Maître Simotel. Si c'était en 3 ou 4 volets, tout à coup, j'aurais un iPad dans la poche intérieure de ma veste. Enfin, ce serait merveilleux. Donc, ouais, c'est intéressant, surtout au fur et à mesure que les interfaces vocales avancent. Enfin, d'un coup, là, tu as une vraie machine pour travailler. Ouais, non, c'est intriguant. Mais bon, aujourd'hui, c'est encore une solution en attente d'un problème, tu vois ce que je veux dire. Voilà, produit qui n'est pas destiné à la vente de masse. Alors, on dit qu'effectivement, ça coûte 2 000 €. Mais je vous rappelle que vous prenez un iPhone 17 Pro Max avec pas mal de stockage, vous dépassez allègrement les 2 000 €. Facile. Donc, finalement, pour avoir un produit qui est un 2 en 1, un téléphone plus une grande tablette, 2 000 €, c'est pas... Enfin, évidemment que c'est beaucoup d'argent, mais c'est que le branding, moi, qui me plaît pas, parce que il s'appelle quoi, Trifold ? Le Trifold. Soit il fallait directement aller chercher la Triforce comme Zelda, moi, chez nous, il faudrait l'appeler le Triplicata. Je pense que ça aurait... Le Triplicata. Je pense que ça aura un succès fou. Pliant ou pliable. Qu'est-ce que tu en penses, Isabelle ? Je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils mettent l'accent sur l'autonomie et la capacité de recharger très rapidement le téléphone. Et c'est un élément clé aujourd'hui dans le choix des clients des téléphones et de tous ces outils, c'est de ne pas tomber en panne et de pouvoir le recharger rapidement. Et quand on veut streamer, on a besoin d'avoir une qualité d'écran absolument exceptionnelle et d'avoir de l'énergie suffisamment longtemps pour pouvoir le faire sans être coupé. Et donc effectivement, le bundle des deux paraît tout à fait pertinent et positif. Moi, je pense que ça va te faire plaisir, François. Pourquoi ? Parce que qui fournit beaucoup d'écrans à Apple ? C'est Samsung. C'est Samsung. Et là, c'est un gros clin d'œil à Apple en disant, regardez, on est prêt pour l'iPhone pliant. Sortie 2027, on imagine, pour les 20 ans de... Ouais, peut-être même l'année prochaine, 2026. En tout cas, il y a des rumeurs concernant 2026. Ce qu'il faut voir, évidemment, Samsung, ils ont été parmi les premiers, c'est avec Huawei. Alors, je crois qu'il y avait un obscur chinois qui avait sorti en 2018, le FlexPai, là. Oui, tout à fait. Je me souviens, c'était le premier pliant. Bon, on voyait la pliure, enfin, c'était horrible. Là, c'est vrai qu'on a eu, il faut dire, tu l'as dit tout à l'heure, on a eu en plateau celui de Huawei. On était assez impressionnés par très beau produit, même l'épaisseur. Rouge et doré, c'est pas un truc, il était un peu voyant. Chose, mais on va dire, en tout cas, ce qui nous surprenait, c'était l'épaisseur. Quand il était plié, on avait quand même quelque chose qui n'était pas trop volumineux. Ça a l'air d'être le cas dans les vidéos que l'on voit là pour celui-ci. Et puis derrière, Samsung, c'est un moyen de dire, regardez, on a toujours une solide avance sur les écrans. On valorise un peu, on se replace aussi dans le haut de gamme. On reprend aussi, à l'heure où on parle beaucoup d'innovation, on cherche qui est un peu le plus innovant. Ils montrent qu'ils sont toujours aussi innovants. Et puis, montrer à tous leurs partenaires ce qu'ils sont capables de faire aussi. Ouais. Je pense que là, il y a un petit signal qui est envoyé à pas mal de monde. Et puis, je trouve qu'évidemment, il y a une guerre de communication parce que, d'un côté, Apple pourrait récupérer la première place de vendeur de smartphones au monde, ce qui est quand même une sacrée claque pour Samsung, qui a une gamme de smartphones beaucoup plus étendue que celle d'Apple et malgré tout pourrait se faire doubler. Mais c'est aussi une claque pour Apple parce que technologiquement, Samsung dit vous en êtes qu'un seul écran chez Apple. Nous, le 2, ça fait 10 ans et là on s'attaque au 3. C'est quoi la suite pour vous ? Je pense qu'il y a aussi cette volonté de dire OK, on est au top de l'innovation. Regardez Apple, ils en sont même pas en fait à la première itération du smartphone qui est pliant. Nous déjà, on le déplie en 3. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, mais avec l'aveu en creux de ceci est une vitrine technologique. Oui, voilà. C'est pas ça qui va faire les comptes de Samsung l'année prochaine. Non. C'est ce que je disais, c'est de la com si tu veux. Oui. Mais c'est important de communiquer et de garder cette patte du constructeur le plus innovant, en tout cas l'un des plus innovants. Non, et puis l'écran, là on parle des smartphones, mais on imagine que ces écrans pliants, on va peut-être commencer à les voir un peu partout chez soi. On va avoir dans sa cuisine, là, on aura la télé, on va avoir dans sa cuisine, voilà, on va pouvoir déployer, ou dans d'autres endroits de la pièce. Mais là aussi, c'est pour l'instant, on voit ça au niveau du smartphone, mais on imagine tout un tas d'usages dans la voiture, dans la maison. Enfin, il peut y avoir pas mal de choses aussi. Et on parlait de la concurrence entre ChatGPT et Google et Gemini tout à l'heure. La concurrence entre Apple et Samsung, c'est absolument du même ordre. C'est-à-dire que Apple était leader jusqu'en 2010, absolument incontesté. Samsung a pris la première place et aujourd'hui, ils sont vraiment au coude à coude.
Donc tous les effets de communication, la R&D, la recherche et tout ce qui touche à la différenciation, et notamment l'écran, et on le disait tout à l'heure, la batterie, sont absolument essentiels. Et c'est des marchés énormes, parce que je crois qu'il s'est vendu 1,2 milliard de téléphones mobiles l'année dernière. Enfin, c'est des parts de marché absolument gigantesques. Quand on voit que l'iPhone 17 Pro Max ou 17 Pro, qui n'est pas un téléphone qui révolutionne la téléphonie mobile par rapport au 16, se vend comme des petits pains. Encore une fois, et je pense que même Apple, il doit se dire, waouh, c'est dingue quand même. Robert, regarde les chiffres, c'est sûr. Non, mais c'est fou, c'est ça. C'est quand même assez impressionnant. Mais bon, je suis persuadé qu'il y a quand même cette concurrence un peu technologique entre Apple et Samsung, et on verra bien où ça va aller. Cédric. Et puis les écrans, on se l'a dit, c'est un vrai métier chez Samsung. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est aussi une vitrine pour ce que Samsung sait faire en matière d'écran, aussi à l'intention de tous les autres constructeurs de smartphones et de l'automobile, l'électronique grand public, tout ce que tu as raison. Et juste une chose, c'est vrai que quand on revient sur cette position de leader pour Apple, qui donc vendrait plus de téléphones que Samsung, on se dit que finalement, est-ce que l'IA... tout le monde s'en fout, quoi. Parce que Samsung est en train de dire depuis 2 ans, voilà, nos smartphones, ils sont boostés à l'IA, vous allez voir, ils sont plus performants que les autres. Apple est en retard, mais malgré tout, double Samsung en termes de vente de smartphones, alors qu'il n'y a pas d'IA. Souviens-toi, moi je reprends toujours cet exemple de Bruno Guglielminetti, là, qui vient régulièrement nous voir, là, mon carnet numérique au Canada, et au Québec, et qui nous dit que lui, ça y est, il a basculé, c'était un pro Apple, il a basculé vers le Google Pixel, parce que justement, du Gemini qui va être intégré, tout ça. Je pense que c'est parce qu'on n'ose pas encore faire la bascule, qu'il y a beaucoup d'utilisateurs Apple qui disent « je suis Apple à fond, j'ai toujours été Apple ». Parce que tu as tout ton écosystème aussi, et c'est vrai que... un côté enferré quand même, c'est difficile de sortir. Et juste une chose aussi que je voulais rappeler, par rapport à ce que fait Samsung là, c'est aussi c'est un appel, un clin d'œil, montrer ce que je sais faire, et montrer ce que je sais faire aussi aux Chinois, parce que les Chinois aussi, Huawei a sorti son Trifold, et ils imaginent aussi inonder un marché. Il y a encore les marchés africains, les marchés indiens. Enfin, il y a beaucoup de marchés à travers le monde où ils vont se batailler tous. Alors, juste, encore une fois, on le précise, ce téléphone ne sera disponible qu'en Corée du Sud. Tout à l'heure, je dis une bêtise, j'étais aux États-Unis, peut-être un petit peu plus tard, mais pour l'instant, c'est qu'en Corée du Sud. Je pense que c'est l'histoire de production, tu crois? Oui, ils vont en produire que quelques-uns, parce que je pense que ça va être assez compliqué. Et 2100 € exactement, si on convertit tout ça en euros. Et il y a cette course aussi à l'usage, en fait. On parlait tout à l'heure de changer d'usage entre Apple, ou de changer en fait de contexte. On vit avec ces téléphones. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus, on parlait de la force de la vidéo et du jeu vidéo, et notamment en Corée du Sud. Et donc, cet écran pliable d'excellente qualité va devenir peut-être un usage absolument primordial pour s'immerger dans un nouvel espace. Et c'est là-dessus, je pense, que compte Samsung. Et la Corée du Sud est sûrement un très bon marché test pour eux. On parlait d'intelligence artificielle d'Apple. Eh bien, on va rester là-dessus, puisque encore un coup de tonnerre du côté de chez Apple. Le grand patron de l'IA qui démissionne. Il s'agit de John Giannandrea, qui avait été débauché par Apple en 2018. Il avait une mission, relancer Siri. Mais, et c'est ce que va nous raconter Léa Benaïm, pour l'instant, nous sommes d'accord, c'est plutôt un fiasco. Un départ qui, au final, n'étonne personne. En fait, il était sur la sellette depuis des mois. En interne, il était tenu pour responsable du retard d'Apple dans l'intelligence artificielle. En mars, la direction l'avait écarté de sa mission principale. Il avait perdu la supervision de Siri, qui avait été confiée à Mike Rockwell, l'homme derrière le Vision Pro. Depuis, John Giannandrea avait disparu des radars. On peut même dire que c'était une mise au placard. Avec ce départ, Apple relance donc le mercato de l'IA et va chercher un profil chez la concurrence. Ce sera donc Amar Subramania qui reprend la tête de l'IA chez Apple. Une lourde tâche, même une mission quasi impossible. Il arrive tout droit de Microsoft, mais c'est chez Google qu'il a réellement fait ses armes. Il a passé 16 ans à Mountain View, où il est considéré comme l'un des architectes de Gemini, l'IA de Google.
Voilà, alors John Andrea démissionne, mais si vous voulez, il démissionne, on lui a fait comprendre que ça serait plus sympathique qu'il démissionne qu'il reste, finalement. Ça prouve quand même que c'est la pagaille chez Apple. Même si on peut voir ça avec un peu de recul en se disant, voilà, les ventes de smartphones sont au beau fixe, tout se passe bien chez Apple, ils vendent énormément de services, enfin voilà, tout est vert. En fait, mais malgré tout, en interne, c'est compliqué. Le plus gros problème d'Apple, c'est que tout va bien. C'est qu'il n'y a pas un actionnaire qui peut leur reprocher l'état de leur compte. C'est extraordinaire, ça reste un volcan à cash, ils sont assis sur des réserves d'or, c'est difficile de leur reprocher quoi que ce soit. On peut leur dire, regardez, il y a ce truc-là qui marche un peu moins que le reste. Oui, mais bon, dans l'ensemble, si tu veux, ils se sont donné le temps, d'abord parce que c'est une question de culture chez eux, ils sont rarement les premiers sur un truc, ils essaient d'arriver au moment où il y a un marché, ça ne marche pas à tous les coups, on le savait pour la Vision Pro, mais bon, à un moment, ils savent qu'à un moment, ça va poser problème. Mais je ne pense pas que ce soit l'affaire d'un homme. Il y a plusieurs choses, on en a déjà parlé ici, sur des questions de culture. C'est compliqué pour Apple de te dire, je vais te donner des réponses à tes questions. Parce que tout à coup, Apple devient responsable de la réponse. Et ça les ennuie, surtout s'ils ne maîtrisent pas le système de bout en bout, voire même s'ils ne pourraient pas vérifier la réponse. Et puis, je ne sais pas ce que tu en penses, Cédric, tu connais bien cette boîte-là, et j'ai l'impression que, en fait, Apple à des dirigeants qui sont quinquas pour la plupart, qui ont connu le succès sur le hardware, sur le software avec iOS, qui ont révolutionné, on peut le dire, le quotidien de milliards de gens, mais qui n'ont pas cette sensibilité qu'a un Sam Altman qui a 20 ou 25 ans de moins sur l'intelligence artificielle. Et c'est pas un sujet qu'ils ont vu arriver, je pense, deux, qui savent manipuler. Et ils se retrouvent là un peu en se disant qu'est-ce qu'on va faire ? Et c'est pour ça qu'on évoque même ce partenariat avec Google et Gemini finalement. Et que Siri 2, qui devrait sortir l'année prochaine, dans quelques mois, au printemps, serait un Gemini à la sauce Apple finalement, encapsulé dans un silo. Mais même là, je t'interromps, mais même là, ils ont tâtonné, puisqu'à un moment, on disait ils vont mettre de l'OpenAI. On s'est dit, tiens, est-ce qu'ils ne rachèteraient pas Perplexity ? Mais rappelle-toi la rumeur de cet été, c'était qu'ils rachetaient Mistral. Oui, Mistral. Il y a ce truc-là aussi. Donc, il y a un peu tout ça. Je pense qu'ils ont le souci de réorganisation. Mais tu sais, c'était Thomas Serval qui vient régulièrement ici, il nous avait dit, vous savez, chez Apple, les kings, ceux qui ont vraiment les manettes, c'est les hommes du hardware. C'est les gens du hardware. Ensuite, il y a les gens du design. Et derrière, il y a les gens du logiciel. Alors, qu'on s'appelle John Andrea, qu'on arrive de chez Google, tout ça, on reste un homme du logiciel et on est... Alors, il n'y a pas une hiérarchie marquée comme ça, mais la culture, l'influence est très forte de la part du matériel, de design. Et donc, derrière, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'en regardant un peu le profil de John Andrea et puis en regardant un peu tout ce qu'il postait, tout ça, et pour moi, il y a un syndrome Yann Lequin aussi. C'est-à-dire que lui, c'est un chercheur. Il a une culture davantage de recherche. Chez Google, c'est un très bon dans la prospection, la recherche. Et là, c'est bien la recherche. Un peu comme chez Lequin, c'est bien, il y a un moment, c'est bien la recherche et tout ça. Il y a un moment, on lui dit, bon les gars, là, ça va trop vite. La recherche, c'est bien, on peut prolonger d'un côté, mais il faut qu'on ait un product owner, qu'on soit dans cette... Et là, lui, il était peut-être un peu moins dans cette culture. Il l'avait pas chez Google. Il n'est pas arrivé. Il n'a pas changé de culture chez Apple. Et je pense il y a aussi ça. Après, voilà, comme tu dis, c'est pas qu'un homme. C'est comme toutes les entreprises. Je pense qu'il y a des gens derrière, sur le côté, qui ont dû lui enlever quelques pages de ses carnets, lui ne pas l'inviter à certaines réunions. Enfin bon, comme dans d'autres entreprises. C'est compliqué quand le business va... Imagine le mec qui recherche, qui est un spécialiste de la recherche sur l'IA et qui a encore un carnet, comme dit Fred. C'est quand même le paradoxe. Oui, mais t'imagines, quand t'es le type qui court dans les couloirs en disant non mais c'est vachement important, vous savez, et que tout le monde fait un job d'enfer et que les chiffres sont au vert et tout ça, tu n'es pas la priorité. Et c'est aussi effectivement une culture d'entreprise. Steve Jobs n'avait jamais cru aux applications. C'était pas son sujet. Et Tim Cook est un homme de la logistique. Et donc, dans ce contexte-là, c'est sûrement très difficile d'exister. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont allés chercher quelqu'un qui vient effectivement de Google. Et on le disait tout à l'heure, Google est
finalement à la pointe sur tous ces sujets-là. Et je pense que là, on arrive, François le soulignait fort justement, là, disant on est dans une génération de quinquas. Aujourd'hui, on voit que l'IA, ça va tellement vite qu'il faut préparer la future génération. On va dire, si on a 35 ans, on est presque dépassé. Pas jusque-là, mais enfin, on voit qu'il faut préparer la future génération d'ingénieurs de l'IA. Et là, on se dit, les méthodes des gars qui ont 50 et plus, elles sont bien peut-être pour gérer les équipes, mener tout ça. Mais en ce qui concerne la stratégie, l'innovation, il nous faut des gens qui réfléchissent autrement. Et puis après, il y a l'usage, et on ne sait pas aujourd'hui, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, comment l'IA va nous aider dans la vie quotidienne avec nos iPhones, et nos Samsung, etc. Et Siri est effectivement un échec. Alors, il marche de mieux en mieux, mais par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur d'autres plateformes, c'est pas terrible. Surtout maintenant, il demande à ChatGPT. Comme il disait, attends, je vais chercher sur Internet. Sur ChatGPT parce qu'il est plus intelligent que moi. C'est ce que faisait Yahoo à une époque d'ailleurs. Oui, absolument. Alors, juste une précision. Donc, John Andrea s'en va. Ça m'arrange parce que son nom était imprononçable. Donc, ça, au moins, on aura pas besoin de... celui du nouveau. Le nouveau est compliqué. Le nouveau est pas mal aussi. Il s'appelle Amar Subramania. Amar Subramania, qui a fait 16 ans chez Google, qui, après, est parti 6 mois chez Microsoft. Oui. Et puis, paf, pour une alternance. Je pense qu'il a glissé. Il a glissé. Dérapage incontrôlé, il se retrouve chez Microsoft et il rentre chez Apple. Et ce que tu disais, c'est que ce cher Amar, à l'époque où il était chez Google, c'est lui qui supervisait Gemini. Et quand on sait que Apple évoque le fait que justement on ait un Gemini encapsulé, déconnecté en fait de chez Google, en fait qui serait le cerveau en fait de l'IA générative d'Apple, mais sans les données Google en fait finalement, tout ça a du sens. Est-ce que ce gars-là va pas aller sous la bagnole en train de régler les derniers petits trucs, tu vois ? C'est de deux choses l'une. Soit il arrive pour arriver à mettre de l'IA qui fonctionne vraiment à l'intérieur de l'iPhone, soit pour être la partie Apple du partenariat avec Google, entreprise dont il connaît les produits, la culture par cœur. Et les hommes. Ce qui simplifierait aussi les choses. Mais après, tout ça, et c'est vrai qu'on en avait parlé la semaine dernière, parce qu'il y a les rumeurs qui commencent à sortir. Là. Après, ça a été démenti. Le FT a même dit qu'on a tiré un peu trop tôt du départ de Tim Cook, mais on voit quand même que il y a des choses qui se passent là en ce moment. C'est une nouvelle génération de personnes dans l'IA. Mais comme tu dis, la grande difficulté, c'est si l'entreprise marquait une stagnation dans ses résultats ou des croissances moins fortes, mais ils pulvérisent tout à chaque nouveau... On reprend l'exemple de Google. Ouais. Si OpenAI avait été sans effet, même potentiel, même à terme, sur le business de Google aurait touché à rien. C'est parce que justement, il y a eu une alerte rouge qu'ils ont pris leur courage à deux mains, quoi. Et tout cela dans un contexte où, bien évidemment, vous savez, il y a toujours cette cadence de sortie, et on évoque, pour le début de l'année prochaine chez Apple, toute une gamme de domotique. Il semblerait qu'Apple se positionne sur la domotique. J'ai entendu ça déjà quelque part. Ils se mettent à la maison connectée. Alors j'ai eu quelques petits bruits de ci, de là, comme quoi il y aurait des choses qui seraient en train de se préparer. Mais on verra bien. On reste dans l'IA avec cette fois-ci notre Frenchie Mistral qui ne dort pas sur ses lauriers, bien au contraire. Mistral qui a annoncé ces derniers jours Mistral 3 et Ministral qui sont des modèles qui replacent en fait la France sur la scène de l'open source et surtout de la puissance parce que alors c'est compliqué les benchmarks en termes d'IA générative, mais Mistral c'est pas mal du tout. Bien sûr. Marche très bien. Ça marche très bien. Vous l'utilisez ? Est-ce que vous utilisez Mistral ? Alors moi, sincèrement, non. C'est une erreur. Ça m'arrive le chat sur le smartphone parce que c'est plutôt bien foutu. Mais c'est surtout intéressant parce que ça donne une alternative un peu franco-française. Enfin, on parlera des investisseurs de Mistral, c'est un autre débat. Mais en tout cas, par exemple, à des personnes publiques avec un moteur qui, lui, fonctionne vraiment bien. C'est pas forcément le top de la mode remis à jour toutes les 3 semaines, mais peu importe, c'est pas ça qu'on lui demande. Pour des entreprises qui veulent mettre tous leurs fonds documentaires et en tirer de l'information, c'est déjà merveilleux. Donc, et là, ce qui sort, qui a une sorte de mini-moteur, d'ailleurs, non, il s'appelle Ministral. Mais qui est fait pas forcément pour tourner sur ton ordinateur, mais pour tourner de manière autonome, sans connexion au réseau, sur de bien plus petites machines. Ça, c'est très intelligent. Et il y a 3 versions, en fait. Vous avez une version à 3, 8 ou 14 milliards de paramètres, ce qui fait que la 3 pourrait tourner sur un ordi un peu costaud, mais ça pourrait marcher, même finalement.
c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et puis il y a le Mistral Large 3 qui, lui, est un peu le truc de vitrine, de puissance, avec, il y a des chiffres incroyables, c'est 675 milliards de paramètres. Enfin voilà, il se hisse à la 2e place mondiale des modèles open source, visiblement. Mais derrière, ce qu'il faut aujourd'hui, où il faut qu'il transforme davantage, c'est tout ce qui est l'intégration. Alors, on le voit, il signe avec plein d'entreprises. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde un ChatGPT, ou tu le disais encore plus, un Gemini, ça se fait tout seul. C'est vrai que pour ceux qui basculent vers du modèle Mistral, ils ne vont pas comprendre pourquoi le chat n'est pas aussi performant et tout ça. Mais c'est vrai que Mistral est beaucoup plus performant sur des parties, alors pas verticales, parce que je n'aime pas trop ce terme vertical, mais des parties où on peut vraiment customiser, on peut vraiment intégrer, on peut voir dans son univers de données, il y a ce côté open source, quand même, il faut le rappeler, si on veut avoir une domination européenne, quelque part, il faut avoir ce modèle-là. Et puis après, moi je pense qu'il faut regarder aussi quel peut être... là, aujourd'hui, Mistral, il commence à rentrer un peu dans une période charnière. Soit il se lance à fond, il devient un des champions mondiaux. Là, il pourrait, bien entendu, s'imposer. Soit qui pourrait être aussi une probabilité, c'est rester sur un marché de niche, c'est-à-dire être intégrateur pour des startups, pour des grands industriels, ce qu'ils font aujourd'hui, et ça marche plutôt bien. Mais là, voilà, faut tirer un trait sur nous dire on aura notre grand modèle, on aura une très belle entreprise et tout ça. Soit après, moi c'est la voie que je leur souhaite le moins, mais ce serait ils ont failli se retrouver chez Apple, c'est trouver des partenariats avec des big tech, poursuivre un peu leur côté open source, être la brique open source européenne pour d'autres. Donc voilà, je pense que là aussi, à eux de voir... Est-ce que c'est une bonne carte à jouer d'être open source aujourd'hui dans ce monde de l'intelligence artificielle générative? Je pense que ça le devient de plus en plus. Pour les entreprises, en tout cas, c'est important d'avoir ce côté open source. Nous, un peu moins. Alors, si tu commences à développer toi-même, quand on commence à te dire Gemini 3, oui, d'accord, c'est $200, je vais basculer chez... il y a Qwen. Qwen, c'est gratuit. D'accord, je vais faire la même chose. Donc, tu vois, donc l'open source a ce côté important à notre niveau. Et dans les entreprises, c'est pouvoir mieux customiser, mieux intégrer, mieux définir la partie, mieux personnaliser un peu son IA. Et comme ils ont en plus ces deux modèles, le large et le light. Le Mistral. Et c'est un vrai enjeu. Et c'est un vrai enjeu parce que les entreprises se retrouvent aujourd'hui entre je donne tout à Copilot ou j'utilise Copilot ou je donne tout à Google. Et donc il y a un vrai enjeu de souveraineté. Il y a un enjeu d'efficacité et de pouvoir réellement utiliser ces données sans les donner au monde entier. Et donc voilà, je pense que cette stratégie est sûrement très intéressante pour, au moins auprès des entreprises européennes, avoir une alternative qui ne soit pas uniquement Copilot et Gemini. Il y a des entreprises qui empêchent leurs collaborateurs, et je discutais avec l'une d'entre elles la semaine dernière, qui empêchent leurs collaborateurs d'aller sur ChatGPT pour des questions de confidentialité de la donnée. Et donc là, Mistral est effectivement une réponse. Non, puis n'oublions pas tout ce qui est la robotique qui commence à arriver de plus en plus. Moi, je trouvais super l'initiative la semaine dernière, il y a 15 jours, c'est Deutsche Telekom qui s'est allié avec Nvidia, qui s'est allié avec SAP et qui va aller voir tous les industriels un par un. Et peut-être la couche IA. Alors Mistral a signé avec SAP justement, donc peut-être cette couche. Et là, je trouve que là, il y a une vraie, de s'imposer peu à peu, être un peu Alors, on a vu VMware. Ils ont une autre destinée, mais voilà, être une couche logicielle et finalement s'imposer comme l'un des leaders dans son domaine sans aller chercher, parce qu'évidemment, on voit les investissements sur les ChatGPT, Gemini, tout ça. Là, la course est difficile. Ça coûte très cher et c'est pas forcément efficace. L'efficacité pour les entreprises n'est pas aujourd'hui démontrée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, et vous le voyez si vous êtes avec nous à la télé, on titre là-dessus, le synthé l'explique, c'est que, en fait, c'est mini IA de Mistral. Et l'objectif de Mistral, et je trouve ça plutôt intéressant, c'est de mettre ça dans des produits qui sont peu puissant, en fait, enfin peu puissant, malgré tout, avec une certaine ressource processeur, mais pas aussi puissant qu'un gros serveur avec du Nvidia là-dedans, pour faire fonctionner divers produits, comme des drones, des voitures, des robots, un téléphone, un ordi portable, c'est ce qu'on disait. Donc je trouve que c'est un discours qui est un peu différent des géants américains, par exemple. Et c'est là où c'est important, tout ce que Mistral signe en ce moment avec des grands industriels, avec nous-mêmes, on peut le dire, c'est CMA-CGM qui est l'actionnaire
majoritaire de BFM, donc CMA CGM signe dans les transports, dans la logistique, dans les médias, sur chacun de ces métiers. On voit tout un tas d'entreprises dans les assurances, et Mistral est vraiment en train de créer un peu tout ça. Je pense que ce qui serait bien, c'est qu'il y ait davantage. Ce qui vraiment marquerait pour moi le grand saut de Mistral, c'est si on commençait à voir l'Union européenne, l'administration européenne dire, écoutez les gars, notre IA maintenant, alors on pouvait utiliser des modèles ChatGPT, mais notre IA interne, tout ça, ça va être du Mistral. Alors là, je pense que là, on entre dans une sorte de SAP de l'IA, un éditeur d'IA européen. Et après, l'enjeu, ça va être effectivement d'assurer derrière une efficacité du moteur. C'est-à-dire quand on voit aujourd'hui, quand on teste Mistral, le chat, et de le côté de ChatGPT ou Gemini 3, il y a une question de rapidité de gestion de ce qu'on appelle les tokens qui n'est pas encore suffisante. Donc il y a une montée en puissance nécessaire. Maintenant, quand on traite uniquement une bibliothèque ou une librairie qui est celle de l'entreprise, on a moins besoin de rapidité, ou c'est plus facile à traiter. Mais il y a ce sujet-là sur lequel il va falloir trouver des investissements pour les accompagner. Voilà, bon vent à Mistral qui est un tournant, tu as raison, hein, Fred. Espérons que il puisse. Bon vent à Mistral, ce sens de là là, formidable. Le vent du sud. C'est ça qui est terrible. Du soleil. Du soleil. Quoique le Mistral. Oui, parfois, c'est l'hiver, c'est terrible. Hein. Il est 20h28. Vous restez encore avec nous quelques minutes. Isabelle, Cédric et Fred, puisqu'on va poursuivre ce débrief quelques instants avec, entre autres, un grand rendez-vous qui s'est déroulé hier, que vous avez pu suivre sur BFM Business et les BFM Awards. Il y avait énormément de tech hier dans cette cérémonie. On va en parler avec Fred dans un instant. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, encore quelques minutes du débrief de l'actu tech en ce mercredi soir avec toujours Isabelle Bordouille, toujours Cédric Ingrand et Frédéric Simotel. Fred, autant se faire un peu mousser, parce qu'on le mérite, mine de rien. On va vous laisser, pardon, je veux dire. Non, parce que j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Effectivement, hier soir, grande cérémonie des BFM Awards. C'était à la Pyramide du Louvre, avec évidemment un parterre d'invités prestigieux. Il y avait une bonne vingtaine de patrons du CAC 40. Voilà, les plus grands patrons du CAC 40 étaient sincèrement hier lors de cette cérémonie, que vous avez pu suivre d'ailleurs en direct à la radio, à la télé, d'où l'absence de Tech & Co hier soir. Fred, tu es un peu on va dire l'un des organisateurs de ce grand rendez-vous. Ce qu'on peut retenir quand même de ces BFM Awards, c'est encore une fois l'omniprésence de la tech et de l'IA. Et déjà, au niveau de la tech, on remet comme ça plusieurs grands prix. On a un jury de journalistes, d'intervenants extérieurs, d'anciens lauréats, et puis on regarde un peu dans différents domaines. Et c'est vrai que sur les 7 prix qu'on a remis, il y en a beaucoup qui ont été sur l'IA, ne serait-ce que le prix du manager de l'année qui a été décerné à Patrice Kane, Thales, donc sur le spatial, la défense, la cyber, et le quantique, dont on parle beaucoup. Donc de la tech, on a parlé on a démarré d'ailleurs la soirée avec Paul Dussaillant, qui est le directeur général d'EssilorLuxottica. Ici sur ce plateau, je ne vous rappelle pas avec qui il travaille, donc Ray-Ban Meta. Donc on a aussi parlé de technologie. On a eu Stéphane Pallès dans la transformation digitale de FDJ United, l'ex-française des jeux, qui est en plein renouvellement. Allez voir toutes les transformations de cette entreprise, c'est assez incroyable. Allez voir, mais si vous allez voir, vous allez dépenser des sous. C'est moi qui vous dis, parce que c'est tellement bien fait que ça devient addictif. En fait. Voilà, Wondercraft qui a été prix révélation, Jean-Louis Costanza avec son squeletton, son exosquelette. Et puis, on a une séquence qu'on a bien aimée et que nous, on aime bien encore plus ici, Tech & Co. Ce sont tous nos champions de l'IA. Voilà, alors, Arthur Mensch était excusé, mais on a eu tous les champions de l'IA. On est même allé jusqu'à avoir Fidjissimo qui nous a adressé un message en vidéo. Fidjissimo qui est aujourd'hui numéro 2-3 d'OpenAI. Mais on avait comme ça sur la scène les Dust, les Giscard, l'Amiad aussi, l'IA de l'armée. On avait un représentant de l'INRIA, parce que la recherche est importante. On avait vraiment tous ces cerveaux-là. Et pour montrer un peu
voilà, c'est pas forcément la nouvelle génération de patrons, mais c'est la génération de ceux qui sont en train d'influencer l'organisation, les nouveaux métiers des entreprises. Donc vraiment une soirée placée sous le signe de la tech. On a même, au niveau des territoires, on a même remis un prix aux drones de l'air, qui sont belles PME. J'ai déjà reçu. Ah oui, bien entendu, ouais. Et qui, évidemment, sur les drones, sont en train de faire pas mal de choses dans la sécurité, etc. Donc vraiment, une belle soirée, allez la voir en replay. Voilà, présentée par Laure Closier. Où la tech a vraiment eu c'était l'un des axes de cette soirée. L'axe de la soirée, c'était l'Europe, une Europe plus puissante. Comment ces dirigeants, ces entrepreneurs rendent l'Europe plus puissante. Il y a du boulot. Mais justement, en s'appuyant sur la tech, on pourra être des leaders. Bon, vous viendrez l'année prochaine ? Je ne sais pas, Isabelle et moi n'ayant pas été ni invités ni consultés sur le classement, j'ai pas d'opinion. Mais l'année prochaine, mais apparemment, la fête était belle. Patron du CAC 40. On a tendu. Je lève ma main, je fais le choquer. Le carton s'est perdu quelque part. Voilà, absolument. On a tendu le bâton. On viendra parler de la tech. Ouais. Et vous viendrez avec plaisir l'année prochaine. Plaisir. Comme ça, vous pourrez assister à ce grand rendez-vous. Merci à tous les trois. Merci Isabelle Borderie. Merci beaucoup. Merci à Cédric Ingrand. Et merci à toi Fred Simotel. Et vous restez avec nous dans un instant. Demain, on est à la iPulse. Oui, et à iPulse, on est à Station F pour nous intéresser à ce grand rendez-vous dédié à l'intelligence artificielle organisé par Scaleway. Avec, vous allez voir, à la fois pour Tech & Co Business et Tech & Co, des invités prestigieux. Il va être question d'intelligence artificielle. On découvrira entre autres Gradium. Vous savez, Gradium, c'est le nouveau spin-off en fait de QTI, une intelligence artificielle 100% française qui se focalise sur la voix. Très intéressant. Voilà quelques-uns des sujets qu'on évoquera demain. Vous restez avec nous. On revient dans une petite minute. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Voilà, 20h35 sur BFM Business et Tech & Co, la quotidienne. Vous savez qu'on évoque de plus en plus le Grand Paris, avec d'ores et déjà des lignes qui sont fonctionnelles, comme par exemple, vous savez, cette fameuse ligne 14 qui permet aux Parisiens de relier Orly au centre de Paris en 20-30 minutes, ce qui est quelque chose qui change quand même par rapport à ce qu'on avait avant. Et vous savez que, évidemment, cette ligne 14 aura bien sûr d'autres lignes qui vont se succéder avec comme objectif de faire une grande couronne de la région parisienne, des lignes qui vont s'enchaîner, la 15, la 16, la 17, la 18, etc. Dans ces lignes, bien évidemment, il va falloir qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions avec de la 4G, de la 5G, mais aussi du Wi-Fi. Et on va en parler avec Guillaume de la Valade. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Hub One. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter Hub One ? Quel est votre job ? En fait, on est un opérateur de télécommunications et de cybersécurité pour les entreprises. Donc on va fournir de la fibre optique, beaucoup de réseaux de 5G industriels, beaucoup de Wi-Fi aussi, et puis de la cybersécurité, parce que de la connectivité sans cyber, c'est dangereux. Donc, il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Vous avez opéré le plus grand réseau mobile privé 4G évolutif 5G de France, avec une couverture de près de 55 km² en outdoor et 2 millions de mètres carrés en indoor. C'est les chiffres qui donnent le tournis. Et donc, vous avez été choisi pour équiper en Wi-Fi, on va dire, le métro. Le métro actuel, le 14, mais aussi les futurs métros qui vont arriver dans ce projet du Grand Paris, projet titanesque. Exactement. Comme vous l'avez dit, donc la 14, son extension, ce sont juste les prémices. La 15, la 16, la 17, la 18 vont être déployées tout autour de Paris. Et quand on y réfléchit, l'Île-de-France, c'est à peu près 12 millions de franciliens. Paris Intramuros, 2 millions. Et vous voyez que ces lignes, elles sont dédiées aux 10 millions de franciliens qui sont tout autour de Paris. Et on prévoit des temps de trajet qui sont d'à peu près 40 minutes. Et donc, une expérience différente de celle que vous pouvez avoir dans le métro avec votre smartphone. Là, on sera plutôt assis, plutôt avec une tablette. Et vous l'avez très bien dit, on va travailler, on va se divertir. Et donc, pour ça, il faut de la connectivité. De la connectivité dans les gares. 65 nouvelles gares sont en train de sortir de terre. Avec et puis projets, dans les trains. Et des projets magnifiques, des gares sublimes. Enfin, c'est incroyable ce qui est en train de se préparer. C'est vrai qu'il y avait une pub qui disait inventer la vie. C'est vrai que ce projet transforme l'Île-de-France. Vous l'avez dit, il y a des œuvres architecturales dans certaines de ces gares. Orly, Saint-Denis-Pleyel, qui a accueilli les Jeux Olympiques, puisqu'on était au cœur du village olympique, en sont des exemples. Mais il y en a plein d'autres. Gustave-Roussy,
avec vraiment une belle beauté architecturale à chaque fois, et de la connectivité, parce que c'est vrai, on entre vraiment dans le 21e siècle, et concevoir des transports sans connectivité, c'est pas possible. Parce que la plupart de ces installations sont sous la terre, bien sûr. Donc, comme je disais, il y aura la 4G, la 5G, forcément, comme il y a aujourd'hui dans le métro parisien. Mais vous vous occupez du Wi-Fi, ok ? Pourquoi avoir cette couche supplémentaire de réseau alors qu'il y a déjà la 4G et la 5G ? Alors déjà parce qu'il y a beaucoup de devices, de terminaux qui ne sont que Wi-Fi. Je vous mentionnais les tablettes. La plupart des tablettes ne sont que Wi-Fi. Quand vous êtes sur une expérience d'une quarantaine de minutes de temps de transport sans avoir à commuter entre deux stations, comme c'est le cas dans Paris Intramuros, c'est une expérience différente. Et donc là, vous pouvez avoir envie de travailler. Là aussi, le format de tablette est plus adapté. Mais il n'y a pas seulement les passagers. Il y a aussi, pour tous les professionnels qui vont opérer ces gares, qui vont opérer ces trains. Gustave Roussy, dont j'avais eu la chance de visiter le chantier, c'est à peu près 9 niveaux, plusieurs lignes de trains qui vont se superposer, et vous avez des professionnels qui travaillent à la maintenance, à la supervision de ça. Et donc, eux aussi ont besoin... du commerce aussi, j'imagine. Exactement. Et toute une partie de commerce, puisqu'il y avait vraiment des lieux de vie. Et si on étend un tout petit peu, et pardon, mais c'est vraiment le projet de la Société des grands projets, de la SGP, mais ils inventent aussi la vie autour, puisque c'est visible à Gustave Roussy, il y a des immeubles qui sont sortis sur la zone de travaux et sur l'empreinte. Donc, fournir de la connectivité Wi-Fi à ces professionnels, à ces passagers, à ces gens qui travaillent dans les commerces, c'est un véritable enjeu. Et pour le coup, et vous l'avez dit, on est aussi des fervents croyants dans la 4G, la 5G industrielle, mais ça n'adresse pas tous les besoins. Oui, puis on pense aussi, par exemple, aux touristes qui n'ont pas forcément pris du roaming 4G, 5G et qui pourront donc librement et gratuitement se connecter au Wi-Fi pour communiquer avec leurs proches, etc. Ça aussi, c'est intéressant. Complètement. Que ce soit sur la gare d'Orly ou que ce soit sur les futures gares qui vont aller jusqu'à Versailles, vous allez avoir une population de touristes Bien sûr. Qui a besoin de se connecter. Et qui sortent de l'avion, qui n'ont peut-être pas eu le temps de prendre une carte SIM ou une eSIM, et puis qui pourront malgré tout être connectés. Voilà. Alors, il se trouve qu'on opère également le Wi-Fi des aéroports et on voit bien la continuité d'expérience client qu'on peut offrir. Et puis, vous mentionnez sur les touristes, mais c'est vrai que de plus en plus, nos titres de transport sont dématérialisés. De plus en plus, on a besoin d'applications qui sont tout le temps connectées. De téléchargement d'applications, de choses comme ça, vous avez raison. Exactement. Et donc, vous arrivez à Orly, vous avez la possibilité de charger l'application Île-de-France Mobilité au travers du Wi-Fi, d'acheter des titres de transport. C'est vraiment ces parcours clients qui, à chaque fois, pour être fluides, ont besoin d'une connectivité de qualité et de confiance. Parce que c'est vrai que la confiance, c'est également extrêmement important. Oui, et vous êtes aussi spécialisé dans tout ce qui est cybersécurité. Ça veut dire que, malgré tout, je me connecte sur un Wi-Fi comme ça, public. Mes données sont sécurisées. On y arrive ? On y arrive. Parce que c'est vrai, c'est un peu ce qu'on reproche d'ailleurs à ces Wi-Fi libres. D'ailleurs, les spécialistes de cybersécurité disent ne vous connectez pas au Wi-Fi des hôtels, ils ne sont pas assez sécurisés, etc. Alors, les spécialistes, effectivement, recommandent de se connecter à des Wi-Fi de confiance. Et le terme confiance est vraiment extrêmement important. Et c'est pour ça qu'au travers de la marque Wi-Fi Métro, qui est disponible, qu'on voit bien visible sur des stickers, par exemple, quand on arrive dans la gare d'Orly, à ce moment-là, on a la réassurance que ce Wi-Fi-là va être un Wi-Fi authentique et pas du tout du piratage pour prendre vos données. Couvrir, avoir du Wi-Fi à l'intérieur, on va dire dans une gare, bon ça c'est plutôt facile, mais quand on est dans une rame et qu'on va, je ne sais pas à quelle vitesse va le métro dans une rame, ça de quoi, 50-60 km/h, quelque chose comme ça, c'est compliqué d'assurer la continuité de la connectivité en Wi-Fi. Alors c'est un peu quand on voit dans le TGV, c'est pas facile. Vous y arrivez ? Alors, de manière un peu contre-intuitive, la couverture des gares, que ce soit dans les espaces ouverts au public, mais aussi dans tous les espaces qui sont dédiés aux professionnels, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment une gageure, au sens où c'est des espaces qui sont très grands, parce qu'à nouveau, il y a un geste architectural qui a été déployé, et hors de question de le voir polluer avec un fil qui descend du plafond, quand vous avez plusieurs dizaines de mètres de plafond, avec un point d'accès Wi-Fi. Ça gâcherait tout. Donc ça a été un vrai challenge technique que de couvrir déjà les gares, et comme je vous le disais, sur Gustave Roussy, par exemple, avec 9 niveaux. Et donc ça, je le mets de côté. Et alors maintenant, sur les trains, donc là, c'est un peu le même principe que dans les TGV, c'est-à-dire que
en haut de chaque rame, vous avez des modems 4G, 5G qui captent le signal, en général plusieurs, et derrière, on le redistribue en Wi-Fi pour l'ensemble des passagers. Et bien évidemment, tout est dans le bilan radio qu'on va déployer. C'est là où notre expertise a été jugée utile. Et bien voilà, quand vous vous connecterez en Wi-Fi sur la ligne 14, vous penserez à notre invité. Merci beaucoup d'être passé par le plateau de Tech & Co, Guillaume de Lavalade. Vous êtes directeur général de Hub One. Merci. Merci. Et tout de suite, direction la rédaction de Tech & Co, comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Sylvain Trinel nous a rejoint. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Magnifique cravate encore une fois ce soir. Eh oui. Sylvain, question toute bête. Que s'est-il passé sur YouTube en 2025 ? Alors, pas uniquement des gens qui nous regardent sur YouTube, puisque vous pouvez voir la quotidienne sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Et vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux et nous vous en remercions. Exactement, mais attention, si je vous dis la Boubou, la Nintendo Switch 2, mais aussi Eric et Ramsey et Anime, ça n'est pas le Camoulox évidemment, mais les tendances 2025 de YouTube, la plateforme de diffusion qui appartient à Google, a diffusé les faits les plus marquants de l'année, et on constate en fait que celle qui est décrite par sa patronne comme la première chaîne de télévision en France, eh ben, elle est encore plus incontournable. Parmi les talents les plus regardés en 2025, on compte sur Anime, un jeune TikToker qui a véritablement explosé cette année et qui a aussi participé récemment au GP Explorer 3. On trouve derrière lui Sylvain Lévy, ancien présentateur de Top Gear France, et qui portait, par l'affaire Villebrequin, vous vous souvenez de ce drame sur YouTube, eh ben, il a connu une ascension très importante ces derniers mois, à la 4e place, et c'est plutôt une surprise, il y a MrBeast. Vous savez, ce créateur de contenu américain, eh ben, il a conquis le public français. C'est incroyable. Et oui, mais avec une recette très simple, il fait traduire l'ensemble de ses contenus en français et pas uniquement les sous-titres, puisqu'il y a aussi les voix françaises dans chacune de ses vidéos YouTube diffusées cette année. C'est le youtubeur le plus populaire au monde avec plus de 500 millions d'abonnés. Et ben, visiblement, il n'a plus rien à prouver dans l'Hexagone. Et dans le top 10, alors il y a aussi Squeezie, Michou, je ne vais pas tous vous les faire, rassurez-vous, mais il y a aussi le duo d'humoristes Eric et Ramsey. Et ils ont réussi à se classer à la 8e place avec une seule et unique vidéo, une parodie, qui a atteint 6,2 millions de vues. C'est quand même pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal pour une On vidéo. aimerait bien avoir ce genre de vues. Oui, ça serait pas mal. Sylvain, qu'est-ce qu'on retient finalement de ces tendances sur YouTube en France ? Eh bien que YouTube n'a jamais été autant une chaîne de télévision. Tout simplement parce que ce qui a convaincu les internautes en 2025, c'est les formats XXL dont certains reprennent des concepts que l'on pourrait voir en télévision, tout simplement. On ne compte plus les parodies, voire les formats originaux, mais inspirés de la télévision, que les youtubeurs d'ailleurs ont tendance à conspuer, mais qui connaissent le succès. Il faut croire que les internautes sont présents. Et si vous voulez connaître, vos tendances personnelles, sachez aussi que YouTube a mis en place un récapitulatif depuis l'application. Bon, je vous montre pas les miennes parce que c'est un petit peu honteuse, mais jetez quand même un œil, vous risquerez d'être surpris. Voilà, et si cet univers de YouTube vous intéresse, je vous invite à fouiner dans les replays de Tech & Co, la quotidienne, puisqu'il y a 10 jours de cela, je recevais la patronne de YouTube France avec une belle brochette de youtubeurs. Une très belle brochette de youtubeurs. Franchement, bravo. Moi, j'ai été plutôt admiratif. C'était pas mal du tout. On avait même Alexia Laroche-Joubert, qui est une grande productrice, on va dire, historique de la télévision, qui s'intéresse à YouTube et on décrypte, en fait, c'est super intéressant. Tout cela. Donc, je vous invite à retrouver cette émission en replay sur YouTube, Exactement. justement. Et abonnez-vous au passage. Voilà. Sylvain, vous êtes abonné à Tech & Co ? Bien sûr, évidemment. J'espère bien. Montrez-le-moi, prouvez-le-moi. Merci Sylvain. Merci. 20h47, on va découvrir maintenant une start-up qui arrive à explorer en fait son environnement, que ce soit les airs ou même sous les mers, grâce à la technologie. On en parle tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Et Tristan Aloui nous a rejoint. Bonsoir Tristan. Bonsoir François. Vous êtes le directeur général et cofondateur de Yellowscan, qui est une très belle boîte créée en 2015. Filiale au Japon, filiale aux USA, 80 personnes d'effectifs en 2025. Voilà, vous avez 50% des effectifs qui sont français, qui sont dédiés à la R&D. Voilà, vous marchez très fort parce que on va dire votre patte, c'est de pouvoir identifier des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu grâce à vos technologies. Alors, vous avez commencé avec les drones, forêt amazonienne, etc., réchauffement climatique sur les zones côtières. Vous allez un petit peu nous expliquer tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que vous faites évoluer votre modèle et après les airs, vous vous intéressez à la mer. Petite carte postale et photo de Yellowscan. Et présentez-vous.
Merci pour l'invitation. François, je suis Tristan Aloïs, donc dirigeant et cofondateur de Yellowscan. Donc Yellowscan, on conçoit, on fabrique, on commercialise ces petites boîtes jaunes qu'on met sous le drone, qui sont des lidars. Donc c'est des capteurs de cartographie qui fonctionnent à l'aide d'un laser. Un peu comme votre télémètre que vous achetez dans votre magasin de bricolage préféré pour mesurer les distances. En fait, c'est à peu près la même chose. Sauf que vous, il est un petit peu plus perfectionné, puissant, on va dire. Il est contrôlé par un ordinateur et on envoie des millions de tirs laser par seconde. Et ces mesures de distance nous permettent de reconstituer en 3D l'environnement ou les infrastructures que l'on observe. Et la grosse particularité de cette technologie de cartographie, c'est de pouvoir voir à travers la végétation et ce laser vert à travers l'eau. Et c'est une innovation que l'on a développée pendant 5 ans avec le soutien d'aide à l'innovation. Et on a sorti à l'échelle mondiale il y a 2 ans. Il a un franc succès puisqu'il permet de répondre à des enjeux environnementaux assez en pleine expansion. Comment ça marche? Alors expliquez-nous. Donc que ce soit dans les airs, donc c'est un drone, vous le disiez, avec ce petit boîtier jaune. Qu'est-ce qu'il arrive à voir en fait? Quelles sont les limites de la technologie lidar? Il doit voler près du sol ou est-ce que finalement le laser s'en fout et peut scanner le sol à diverses altitudes? Qu'est-ce qu'il arrive à voir? Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Alors, nos instruments fonctionnent à peu près à 80 mètres d'altitude. En France et à plusieurs endroits dans le monde, de toute façon, les drones sont limités à 120 mètres légalement. Et en fait, ils restituent un nuage de points en 3D, c'est-à-dire une multitude de points qui forment un modèle 3D de l'environnement et qui permet de voir à travers la végétation et à travers l'eau. Par exemple, la végétation, vous avez peut-être entendu parler des temples mayas en Amazonie qui ont été découverts. Quand on survole la forêt, on voit des arbres. Quand on est dans la forêt, avec toute cette végétation qui nous entoure, on n'a pas une vision globale de ce petit... par exemple, cette petite butte qu'on croit être une racine, en réalité, c'est un mur. C'est-à-dire que vous allez oublier toute la végétation et vous allez scanner en fait la construction de l'époque. Voilà, et en faire quasiment un plan, enfin pas un plan, parce que vous n'allez pas voir à l'intérieur, mais en tous les cas, enlever tout ce qui est parasite. Tout à fait, parce qu'au-delà de l'instrument lui-même, ce boîtier, on conçoit le logiciel qui va avec, et ce logiciel permet, selon notre philosophie d'un clic de bouton jaune, de supprimer toute la végétation, virtuellement bien sûr, et de restituer en fait le relief naturel du terrain naturel. Et on fait la même chose sous l'eau. Et ça, c'est votre force, c'est ce petit bouton sur votre logiciel qui fait que on garde que l'essentiel en fait. Voilà, on n'a pas besoin d'être un expert pour utiliser cette technologie. C'est un peu comme un filtre. C'est ça, en fait, comme un filtre qui, d'un clic, va supprimer la végétation ou va supprimer la surface de l'eau et restituer le relief sous-marin. Là où les techniques traditionnelles, comme les bateaux hydrographiques, ne peuvent pas aller parce que c'est trop près des côtes, c'est trop dangereux de naviguer pour les cartographier. Et cependant, cette zone de 0 à 5 mètres de profondeur, c'est la plus sensible parce qu'elle est soumise à l'érosion côtière avec les changements climatiques qui viennent ronger la côte. Donc là, vous vous intéressez à l'exploration des fonds marins. Donc ce petit boîtier jaune, cette fois-ci, il est où? Il est sous le bateau? Il est toujours sur un drone. Ah, il est toujours, d'accord. Donc au lieu de... Voilà, encore une fois, les bateaux ne peuvent pas accéder à ces zones. Nous, on met notre lidar sous le drone et on survole la zone et on cartographie à la fois la plage et la zone émergée, mais aussi les fonds sur les faibles profondeurs jusqu'à 5 à 10 mètres de profondeur. Parce que l'eau, en fait, vous empêche d'aller plus bas ou parce que ça n'a pas de sens? Le laser traverse l'eau jusqu'au sol. Si l'eau est suffisamment claire, alors dans des eaux limpides, on peut aller jusqu'à 10 ou 20 mètres, mais c'est exceptionnel. Généralement, l'eau est chargée un peu de particules et la lumière, le laser va s'arrêter à un moment donné. Mais encore une fois, notre cible, c'est vraiment la zone côtière, le trait de côte sensible à l'érosion. Et c'est ça que vous allez mesurer? C'est justement les conséquences du réchauffement climatique, de la montée des eaux, des tempêtes qui sont de plus en plus importantes, c'est ça? Tout à fait. On a des clients un peu partout dans le monde, notamment au Japon, après des tsunamis qui doivent faire des cartes. Et de manière plus proche de nous, on travaille avec une société montpelliéraine qui s'appelle Line Up Océan, qui fabrique des récifs artificiels biosourcés. Et avec eux, on va étudier avant la mise en place de leur infrastructure, après la mise en place, pour étudier, parce que l'avantage du drone, c'est de revenir souvent
comparé à des avions qui coûtent cher et qui sont mobilisés. Là, avec notre solution... On n'est pas satisfait de la première passe. Voilà. On peut en faire une deuxième et une troisième sans aucun problème. On peut revenir chaque semaine pour étudier vraiment la dynamique des bancs de sable ou de l'érosion. D'accord. Quels sont les autres, on va dire, cas ou exemples que vous pourriez nous donner de ce que vous pouvez faire avec vos drones ? Alors, je vous ai parlé de l'archéologie, on parle de la cartographie marine. En fait, notre métier principalement, c'est les bons hommes que vous voyez souvent au bord des routes avec les trépieds jaunes, les géomètres, qui font des mesures précises de la position de la route. Et bien nous, on permet de faire ça, mais depuis un drone à plus large échelle, puisqu'au lieu de prendre quelques points ponctuels, on cartographie tout d'un coup et puis sur des vastes zones. Et ça, c'est pour mesurer la position du terrain, le cadastre, voilà, l'évolution du terrain naturel. Voilà, différentes applications telles que celle-ci. Alors qui sont moins romantiques évidemment que détecter l'archéologie, etc. Mais qui sont peut-être votre core business finalement. C'est ça qui est le plus rémunérateur, non, j'imagine ? Oui, c'est notre fonds de commerce, on va dire. Et puis il y a d'autres applications aussi qui sont l'inspection des infrastructures telles que les lignes électriques. Puisque les gestionnaires sont tenus de couper la végétation qui pousse trop près des lignes électriques. Exactement. Et souvent, on utilise cette technologie LIDAR pour aller cartographier la végétation qui pousse trop près. Et mesurer, en fait, entre deux points, la distance qu'il y a, en fait. Exactement. Chaque point, en fait, chaque mesure qu'on restitue, elle est précise environ entre 1 et 2 cm dans le référentiel du GPS. Donc, c'est extrêmement précis dans tous les outils professionnels. Et votre boîtier s'installe sur n'importe quel drone ? Ou alors, vous avez créé des drones spécifiques ? Non, tout à fait, c'est notre philosophie nous, on fait pas de drone, on commercialise pas de drone, on vend le capteur qui s'installe sur n'importe quel drone qui est capable de soulever sa charge. Et bien voilà, passionnant tout ça, ça s'appelle YellowScan. Merci beaucoup. Tristan Allouy, donc directeur général et cofondateur de YellowScan, pour terminer ce Tech & Co en ce mercredi soir. Merci de nous avoir suivis. Vous avez raté le début de cette émission, le débrief par exemple, eh bien, pas de panique. Les replays, les podcasts vous attendent dans quelques minutes. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver depuis Station F. Vous savez, le plus grand incubateur européen pour évoquer l'AI Pulse, ce grand rendez-vous dédié à l'intelligence artificielle avec plein de sujets passionnants demain. Très belle soirée et à demain, donc, depuis Station F. Salut à tous. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.